Cette question, on débat ce matin. À quoi joue la France depuis la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara ? La semaine dernière, du sable du Sahara s'est retrouvé dans le ciel de la France. Et ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un phénomène météorologique rare dans ce pays qui s'est produit quand même. Rare tout autant que la parole de l'Élysée au sujet de la marocanité du Sahara depuis que l'Américain Donald Trump a sauté le pas. On aurait pu croire que nos amis français, desquels nous sommes plus proches, quand les de l'Espagne et de l'Italie, auraient pu sauter ce pas, mais non. Non seulement ils ne le font pas, mais la présidence reste timorée autour de la question. Ce sont plutôt des relais de lobby, de relations d'amitié ou de diplomatie, ou pour que la France garde visiblement bonne figure au Maroc, qui s'expriment, comme par exemple la porte-parole des députés En Marche à l'Assemblée nationale, Christine Verdier-Jouglas, et le président des centristes au Sénat, Hervé Marseille. La première est même allée jusqu'à dire que la position américaine pourra également être un puissant levier de développement économique, notamment avec l'ouverture d'un consulat américain à dimension économique à Dakhla. Justement, la France, qui est fortement présente économiquement dans le royaume, n'a pas l'air d'être intéressée par la question. Quoi qu'il en soit, Jean-Louis Borloo, Pierre-Henri Dumont, Jean-Marie Bockel et cet ancien ministre d'État François de Rugy appellent tous l'UE à emboîter le pas aux États-Unis, à reconnaître la souveraineté du royaume sur son Sahara. Et Benjamin Griveaux, député de Paris, une des figures du macronisme, appelle directement la France à en faire de même. Le positionnement de la France est-il ainsi clair ou joue-t-elle sur les deux tableaux ? On rappellera que la récente décision américaine était claire et qu'on ne peut pas en dire autant de celle de la France. On ouvre en tout cas le débat avec nos chroniqueurs. Rachid Achachi, la position d'Emmanuel Macron vous semble-t-elle dénuée de toute ambiguïté depuis la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, ou est-ce qu'il joue au médiateur entre le Maroc et l'Algérie ? On se rappelle de ce coup de fil qu'il a passé et à notre roi et au président algérien, ce qui sous-entend quelque part qu'il ne reconnaîtra jamais clairement la marocanité du Sahara. En parlant de vent, puisque vous évoquiez la dimension météorologique des rapports entre les deux, je rappelle qu'il y a une vidéo de la NASA qui montre comment le sable du Sahara marocain finit par féconder en traversant l'Atlantique l'Amazonie. Donc voilà, pour la parenthèse météorologique. Alors pour le rapport entre la France et le Maroc, indépendamment de Macron ou pas Macron, ça a toujours été ambigu et ça sera toujours. Parce que ce qui caractérise le rapport entre les deux, c'est une forme de jeu de dupes ou une forme de pudeur ou de fausse pudeur entre les deux États où l'on fait semblant de part et d'autre qu'il n'y a pas eu la parenthèse du protectorat, de l'épopée coloniale, et comme si voilà, ces deux pays qui n'ont jamais eu de lien conflictuel entretiennent des relations amicales au niveau du verbe. Mais sur le terrain, il est évident que la France, du point de vue de la définition qu'elle fait et qu'elle refait de ses intérêts nationaux, n'a pas intérêt à une consolidation du Maroc et à une autonomie du Maroc en plan économique, au niveau diplomatique et au niveau politique, et qu'elle a tout intérêt à entretenir une forme d'épée de Damoclès avec des jokers qu'elle garde entre les mains et en retardant ce qui relève de l'irrémédiable, car il est évident que la question de la marocanité du Sahara finira par être résolue d'une manière ou d'une autre, mais plus ça durera longtemps, plus la France pourra en profiter en vue d'accroître ses intérêts au Maroc et d'évincer d'éventuels prétendants. Quant à la décision américaine, du point de vue des chancelleries européennes, et notamment de la France, on préfère le présenter comme étant une décision de Trump et pas des États-Unis. Comme ça n'engage pas la France en tant qu'allié des États-Unis, en tant que pays membre de l'OTAN et de toute la dimension atlantique. Donc ça permet en même temps de ne pas se mettre à dos les États-Unis, et en même temps de ne pas y adhérer, de trouver la Libye parfaite. Or, la démarche du Maroc me paraît ne pas être suffisamment violente ou brutale vis-à-vis de la France. On joue ce jeu de dupes et de fausse pudeur, alors que peut-être on devrait, tel qu'on l'a entamé depuis quelques années, adopter une forme de diplomatie plus agressive, de réduire graduellement la dépendance économique vis-à-vis de la France, avec lesquels on a les principaux échanges, ce que le Maroc a déjà commencé à faire, mais de manière timide, avec la Chine, avec d'autres pays, et de présenter le Sahara marocain comme étant une terre d'attractivité, ce qu'on est en train de faire avec Dakhla, le port de Dakhla, avec les capitaux qu'on compte drainer, de manière à ce que la France n'ait pas d'autre choix que de suivre la dynamique en y voyant une forme de coup d'opportunité ou de perte d'intérêt. Mais cela doit se travailler en profondeur. Mais attendre que comme ça, spontanément, la France décide de reconnaître la marocanité du Sahara parce qu'à Washington, ça a été décidé, c'est une négation totale de la réalité individuelle de chaque État, où chaque État a des intérêts nationaux qui cherchent à sauvegarder et à préserver. Nous avons les nôtres, la France a les siens, il n'y a rien de personnel là-dedans. Comme les rapports de force sont souvent violents, même s'il n'y a pas de mort, en diplomatie en général, même si des fois il y en a, le Maroc doit afficher une plus grande agressivité, mais à une échelle bilatérale. Donc en multipliant les partenariats avec d'autres pays et de réduire la dépendance économique vis-à-vis de la France. On ne peut pas, tout en étant dépendant en termes d'idées
vis-à-vis de la France, attendre une forme de respect ou une forme de changement de bras de fer avec la France. Donc tout cela se travaille en profondeur et les fruits ne peuvent être récoltés que sur un horizon relativement lointain. On n'est pas dans le court terme, mais on est dans le long terme. Car les problèmes, c'est des problèmes de structure de dépendance et pas de dépendance conjoncturelle ou ponctuelle. Des Géden, pas mal de hauts responsables donc français qui affichent sans ambiguïté leur soutien à notre cause nationale. À côté de cela, bien sûr, on le sait, Nasser Bourita mène aussi une offensive diplomatique pour convaincre les puissances occidentales également dans ce dossier-là. Pourquoi un soutien français à la marocanité du Sahara n'est pas si évident que cela? Ça cache quoi comme enjeu pour la France? Vous savez, la vieille idée qui veut que l'histoire soit une affaire de géographie se vérifie d'autant plus lorsqu'on regarde les relations entre le Maroc, la France et l'Algérie. En ce moment se joue aussi la question épineuse du G5 Sahel. Faut-il que l'opération Barkhane se transforme, qu'elle se modifie? Est-ce qu'il faut se retirer? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut revenir différemment? La France est quand même, d'une certaine manière, là aussi, le bon mot de Napoléon se vérifie, la France est quand même, j'allais dire, à quelques kilomètres de l'Afrique. Et effectivement, la France, elle a un passé en Afrique, et je dirais même un passif de ce point de vue-là. De sorte qu'il est toujours extrêmement difficile, d'où cette espèce de jeu de billard à plusieurs bandes en permanence. Reconnaître la marocanité du Sahara, c'est prendre le risque de se fâcher avec l'Algérie. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie, le rapport Stora, la question de la mémoire... cette espèce de difficulté. Moi, je n'aimerais pas être diplomate français dans la période. À mon avis, c'est un métier très difficile. En même temps, il y a une sociologie des élites diplomatiques qui veut que il y a une vieille tradition au Quai d'Orsay de connaissance des mondes arabes, du Proche et du Moyen-Orient, pour toutes les raisons qu'on sait. Accord Sykes-Picot, rapport avec le rapport historique avec la création du Liban, la Syrie, tout cela évidemment veut que lorsqu'on a été un empire colonial et non des moindres avec l'Angleterre, eh bien l'actualité pose toujours problème parce que vous savez c'est une systémique. Si on change un des éléments du système, notamment en termes d'éléments de langage, eh bien il faut changer tout le système. Ce qu'aujourd'hui la diplomatie française et même l'État français aura de la difficulté à faire. Là où il y a un point positif, c'est effectivement la question de la normalisation des relations Maroc-Israël par rapport à la France, qui est aussi vue comme une bonne chose sur le long terme et qui va engager là aussi notre pays et finalement la région vers une voie différente, plus pacifiée, de sorte que si vous avez d'un côté notamment des centristes en France qui vous disent que la marocanité du Sahara, c'est la voie du bon sens, le plan d'autonomie, paix juste et durable, tout cela, on retrouve ces éléments de langage. Au bout du compte, même par rapport à la question du rapport entre Maroc-Israël, France-Israël, le Maroc a une nouvelle carte. De sorte que les relations entre le Maroc et la communauté juive ne sont pas les mêmes que ceux de la France. Là aussi, j'ai presque envie de dire que nous avons une position. C'est la position d'un grand juste qui s'appelait Feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Quand la France envoyait des Juifs dans des fourgons à Drancy, nous, on avait un roi qui disait « pas d'étoile jaune pour mes sujets ». Donc là aussi, j'ai envie de dire que dans le rapport à l'histoire, nous ne regardons pas les choses à partir du même point de vue. Et donc ça va évidemment avoir un rapport sur nos relations. Donc le Maroc aujourd'hui normalise ses relations. Là, pour des raisons différentes, pour des raisons historiquement et totalement différentes, la France, elle a un rapport avec l'État d'Israël qui est un rapport de culpabilité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je le répète, des Juifs, on est allé les chercher, des Juifs français, on est allé les chercher, on les a mis dans des trains, on les a envoyés vers les camps de concentration. Et donc, l'État français, de ce point de vue-là, avec Vichy, a toujours beaucoup de difficultés à se regarder dans le miroir de l'histoire. Nous, c'est pas notre cas. On a aussi nos problèmes dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a des dynasties qui ont été de ce point de vue-là assez violentes, mais c'est pas le même rapport. Dans l'histoire contemporaine, on est largement différent. De sorte que, si vous voulez, et je finirai là-dessus, les Américains aussi, pour des histoires de géographie, n'ont pas du tout le même rapport au Maroc. Lorsque nous étions sous protectorat, Roosevelt avait eu ce mot assez drôle. Comment se fait-il que la France soit allée protéger des gens qui ne demandaient pas sa protection? Donc il avait joué sur ce terme. C'est vrai que protectorat, ça aussi, ça fonde une ambiguïté dans le rapport à l'histoire. Les Algériens, c'est une colonie. Nous, on a été un protectorat. Donc vous voyez, les éléments de langage sont toujours différents. Ils jouent beaucoup dans la relation.
De sorte que cette timidité de la diplomatie française, il faut aussi la regarder à travers le prisme d'une histoire qui n'est pas forcément facile à porter quand on regarde les relations avec l'Afrique, avec le Maghreb et avec Israël. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire qu'on part pour le coup avec une certaine avance. Que ce soit le parti de Macron et non la présidence directement qui pousse vers une reconnaissance pleine et entière n'est pas dénué de sens, n'a pas la même teneur, la même importance. Ça a été induit en quelque sorte par vos interventions. En parallèle, la chaîne France 24 détenue par l'État français s'en donne à cœur joie concernant un certain traitement de la question. Selon certains, c'est bien que la France, c'est la preuve que la France joue sur les deux tableaux. Bon, les raisons pour lesquelles les États-Unis empêchaient, entre guillemets, le déblocage de la situation du Sahara ont été éclipsées par d'autres motivations beaucoup plus importantes. On l'a vu, on l'a compris, Rachida Chachi, pour ce qui est de la France, les raisons pour lesquelles elle bute toujours sur cette question sont visiblement toujours les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns en comparaison avec ces liens, les liens qu'elle entretient avec l'Algérie? Par ailleurs, depuis maintenant plus de 10 ans de la France, nous avons eu des hostilités, des politiques de visa de plus en plus fermées, des velléités diplomatiques, et nous, un peu comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec l'Algérie, même si ce n'est pas vraiment comparable, on garde notre cap, on reste cordiaux, nos services de renseignement coopèrent avec eux, même après la volonté d'en poursuivre le chef, on achète des tramways, le TGV, etc. Jusqu'à très récemment, on peut citer ça aussi, le tweet condescendant d'Emmanuel Macron, le communiqué de Le Drian concernant les visas, sans parler des médias français, etc. Là, avec la reconnaissance américaine, mais aussi la reprise des relations avec Israël, et là je fais le lien avec ce que vient d'expliquer Jaydan, est-ce que les relations franco-marocaines changeront du tout en tout, à la faveur du Maroc peut-être, mais dans quel sens réellement? Tout dépend de Paris. Parce que de notre côté, les choses sont claires. Le Maroc ne veut pas, il n'a aucun moment voulu une rupture structurelle des alliances héritées de la guerre froide, et il veut maintenir un cap relativement pro-occidental, mais dans un schéma de respect de la souveraineté du Maroc. Et le Maroc n'a aucun moment exprimé la volonté d'opérer un basculement au détriment de la France, mais de traiter d'égal à égal du point de vue des souverainetés avec le partenaire français, ce qui de l'autre côté n'est pas vu de la même manière. Car vous évoquez la question des obstacles. Le premier obstacle immédiat, c'est que la France cherche à jouer un jeu d'équilibriste au niveau de l'Afrique du Nord entre le Maroc et l'Algérie, vu que la décolonisation de l'Algérie s'est faite de manière beaucoup plus traumatisante et beaucoup plus violente, parce qu'il y a quand même eu une guerre avec des centaines de milliers de morts. Bon, après, le chiffre peut-être est surexagéré du côté algérien, pour des raisons de propagande, mais il y a eu une guerre qui a été atroce, des crimes commis de part et d'autre, et qui fait que reconnaître la marocanité du Sahara du côté de Paris revient à envenimer davantage les rapports qu'entretient l'Algérie avec la France, sachant que l'Algérie est l'un des fournisseurs de gaz naturel vis-à-vis de l'Europe, et que l'Algérie a également des cartes à jouer vis-à-vis de la France, avec un schéma de culpabilité entretenu. Donc la France peut mettre en avant cet argument-là. Mais le deuxième argument, c'est que la France a hérité, alors on parlait tout à l'heure de la diplomatie française, a hérité d'un schéma relativement archaïque et inadéquat à notre monde contemporain en termes de diplomatie. Parce que premièrement, il y a eu un grand changement dans la diplomatie française ces 20 dernières années. On est passé d'une diplomatie dite arabe, c'est-à-dire fondée sur des liens formels d'amitié avec le monde arabe, d'une fine connaissance réelle du terrain, notamment à l'époque de Jacques Chirac, et qui a connu une rupture fondamentale avec le départ de Jacques Chirac et avec un virage atlantique de la France du côté de l'OTAN, du côté de Washington. À l'époque, c'était le néoconservatisme américain, le 11 septembre. On a vu Sarkozy qui, effectivement, a fait de la France un bras armé de l'OTAN et qui a détruit toute cette image de sympathie que le monde arabe, notamment moyen-oriental, nourrissait vis-à-vis de la France, du côté de la Syrie, du Liban et d'autres pays, notamment en déstabilisant la Libye de manière frontale, en faisant éclater un pays. On peut lui reprocher beaucoup de choses à ce pays-là, mais c'était quand même un pays stable, qui était l'un des garants de la stabilité de la région sahélo-saharienne. Et puis de l'autre côté, l'implication quasiment directe de la France dans le conflit syrien, au profit des mouvements les plus radicaux par des livraisons d'armes. On se souvient de Laurent Fabius, qui vantait les mérites de Al-Qaïda en Syrie, qu'il faisait du très bon boulot, un financement de l'armement qui était donné. Donc ce basculement, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que la France, avec laquelle on traite aujourd'hui, n'est pas la France il y a 20 ou 30 ans. C'est une France avec une diplomatie assurément atlantiste, avec une diplomatie qui n'a pas réussi à se renouveler et à renouveler le logiciel dont elle a hérité durant le siècle précédent. Une diplomatie qui n'est peut-être pas au niveau du monde contemporain et qui n'est pas capable d'appréhender la complexité du monde contemporain et qui des fois œuvre contre ses propres intérêts. Alors on a parlé du Moyen-Orient, mais également la Russie, où la France s'aligne systématiquement contre ce qui pourrait être son allié objectif au niveau continental et avec lesquels il a une complémentarité évidente.
ce qui me fait dire que la France n'a plus d'autonomie stratégique de ce point de vue. Mais à une échelle plus petite, dans ce qu'elle considère comme son précaré, la France n'hésite pas de temps en temps à quitter ce jeu de dupes que j'ai évoqué tout à l'heure pour tenter de réaffirmer une hiérarchie naturelle dans la région dans laquelle le Maroc s'est situé en subordonné ou en vassal de la France dans la région. Et à chaque fois, on nous ressort les mêmes cartes. On nous ressort la question de la marocanité du Sahara, la question des droits de l'homme, à chaque fois. Ce que la France ne peut pas faire avec un pays comme l'Égypte, qu'elle n'a pas colonisé, avec lequel elle n'entretient pas ce jeu de dupes, dans lequel le pragmatisme et le réalisme priment. On voit Macron qui peut aller en Égypte, qui peut recevoir le président égyptien, sans évoquer à aucun moment la question des droits d'homme. Alors les médias s'en chargent, mais pas le chef d'État, et pas le gouvernement, et pas l'establishment. Mais avec nous, c'est systématique. À chaque fois, on nous sort la question des droits de l'homme avec des médias orientés, France 24, ça va l'évoquer tout à l'heure, mais également Le Monde, qui braque les projecteurs à chaque fois qu'il y a un journaliste ou quelqu'un qui est interpellé pour une affaire donnée, de droit commun souvent, pas uniquement en rapport à la liberté d'expression. Mais le problème, c'est qu'on est tenu on a les mains liées par les cordes qu'on s'est imposées à soi-même. On a adhéré au logiciel des droits de l'homme que l'on a introduit dans la Constitution, mais en même temps, on n'arrive pas à trouver un juste milieu dans lequel on pourrait souverainiser la question des droits de l'homme, en partant de l'idée qu'il y a un contexte marocain, il y a une réalité marocaine, il y a des rapports de force au Maroc, il y a des fragilités marocaines, il y a des tentatives de déstabilisation et de répondre de manière pertinente aux critiques venant du côté français. Donc on nous tient par les droits de l'homme, on nous tient par la marocanité du Sahara et on nous tient par la dépendance économique. Mais sur le moyen et le long terme, pourquoi j'ai dit que ça dépend de Paris ? Il est évident que la France est en train de perdre le Maroc. Premièrement, parce que le principal garant des intérêts économiques de la France au Maroc, ce n'est pas l'État marocain, mais c'est l'effet de prestige que pendant très longtemps, la France nourrissait vis-à-vis de l'élite marocaine, qui pendant très longtemps voyait la France comme une forme d'horizon vers lequel il faut tendre, et la bourgeoisie marocaine qui voit la France en général comme étant un horizon vers lequel tendre, mais ça a commencé à profondément changer ces 10-15 dernières années. On voit un virage de plus en plus anglophone et anglo-américain de l'élite marocaine, de l'élite économique, intellectuelle, notamment par le choix des écoles pour leurs enfants. C'est plutôt des écoles américaines, britanniques, anglophones. On peut même commencer par le choix de la nourrice, qui est de plus en plus anglophone et de moins en moins francophone. Et que le principal garant des intérêts français, qui est l'effet de prestige et qui est une structure mentale, est en train de basculer du côté atlantique et du côté anglo-américain. Et donc, à terme, si la France ne change pas de démarche, elle risque de perdre l'establishment marocain et donc de perdre tous les acquis et tous les atouts qu'elle a au Maroc. Et puis le deuxième élément, c'est la diaspora marocaine en France. Tout à l'heure, Sarah a évoqué pourquoi ça vient d'En Marche, du mouvement de Macron et pas de gouvernement. Il y a un rôle actif de la diaspora marocaine qui œuvre en faveur du Maroc. Et dans le mouvement de Macron, il y a beaucoup de Marocains qui ont des postes clés et qui peut-être agissent dans l'ombre en vue de favoriser la question du Maroc, mais qui ne se retrouvent pas au niveau de l'establishment réel de la France. Parce que là, techniquement, on a qui comme soutien ? On a Griveaux, qui n'existe plus politiquement depuis l'affaire scandale sexuel. On a De Rugy, qui est marginal. Mais au niveau du noyau dur de l'establishment français, on n'a personne. Mais, mis à part la diaspora, au niveau de l'intelligentsia française, en termes de géopolitique, la majorité est acquise à la France. On a des gens comme Pascal Boniface qui défend techniquement, de manière objective, pas émotionnelle, la marocanité du Sahara. On a Émeric Choprade, bien qu'il ait basculé à l'extrême droite. On a Bernard Lugan, c'est-à-dire on a énormément de gens qui connaissent avec pertinence et dans le détail le dossier marocain, qui défendent la marocanité du Sahara. Mais l'establishment qui a hérité d'une image hypertrophiée de la France, parce que je rappelle que la France se voit plus grande qu'elle ne l'est réellement. Elle a hérité de cet imaginaire colonial et impérial où elle partageait le monde avec les Britanniques comme un éternel second. Et aujourd'hui, elle a perdu tous les atouts de la souveraineté. Quand on reprend Jean Bodin, c'est quoi les fondements de la souveraineté ? C'est la monnaie, dire la loi, faire la guerre et la paix et le contrôle des frontières. Regardons la France. La monnaie, c'est la BCE. Dire la loi, c'est le Parlement européen. Les frontières, c'est Schengen. Que reste-t-il ? Faire la guerre et la paix, c'est l'OTAN. Donc c'est un pays qui entretient une image hypertrophiée de lui-même, et comme il ne peut pas l'exercer à une échelle planétaire, de temps en temps, il cherche à se défouler à une échelle plus locale vis-à-vis du Maroc. Mais ce n'est pas tenable sur la longue durée. Donc à un certain moment, la France doit réapprendre ce que c'est que le réalisme, et doit réapprendre qu'il n'y a pas d'acquis en géopolitique, que tout s'entretient, et un minimum de respect permet également d'entretenir des alliés et des partenaires.
Le Maroc est un concurrent de la France en Afrique, nous dit Mohsin de Genève ce matin. Lui reconnaître son Sahara revient à lui consolider sa position. Vous me direz, Jeden, si vous êtes d'accord avec cette lecture-là. Par ailleurs, j'aimerais vous interpeller peut-être également ce matin sur le rôle du lobby israélien en France dans ce dossier auprès des décideurs français. Concrètement, que peut par exemple une organisation comme le CRIF ? La normalisation des relations entre le Maroc et Israël va évidemment ouvrir la voie à des, j'ai envie de dire, à de nouvelles prises de parole, de nouveaux éléments de langage. Mais est-ce que ce lobby-là en particulier pourrait être déterminant dans ce dossier ? C'est possible. Vous savez, le CRIF ne s'occupe pas que d'économie et de relations durables, au sens où le Maroc et Israël vont collaborer sur un certain nombre de dossiers. Le CRIF s'occupe beaucoup d'histoire, d'identité, de la place des Français, des Juifs, des Israélites, et puis surtout beaucoup sur la question de l'antisémitisme. Ce sont des histoires qui sont différentes. Alors, juste par rapport à ce que disait Rachid sur la France et l'Égypte, il le sait bien, l'expédition de Bonaparte, ça n'a pas été n'importe quoi, vu que la France en a fait aussi quelque chose d'historiquement important, toute la place de Bonaparte, l'Égypte, les pyramides, les Mamelouks, tout ça. Il y a effectivement, mais c'est vrai que sur le plan géopolitique aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas. Bon, il y a un obélisque en France, comme il y en a un à Washington, mais c'est vraiment quelque chose qui procède de l'esprit du monde, au sens où Napoléon a eu une fascination pour l'Égypte, pour l'islam. D'ailleurs, il a ramené un Mamelouk avec lui. Il a ramené un Mamelouk avec lui, qu'il n'a pas quitté d'ailleurs. Qui était son ami également. Voilà. Et donc, de fait, c'est vrai que c'est des relations qui sont là historiquement et qui ne pèsent pas lourd sur l'échiquier géopolitique. Bon, l'Égypte, c'est 100 millions d'habitants, c'est maintenant du gaz face aux côtes. C'est aussi, par rapport à Israël, une relation qui a été longtemps une relation où l'Égypte a fait la guerre à Israël, et ensuite l'Égypte a fait la paix avec Israël, ce qui a coûté sa vie à Anwar Sadat. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que France, Égypte, Israël, parce qu'il faut aussi regarder cette dimension-là, le triangle aussi fonctionne pas trop mal. Cela dit, oui, le Maroc en Afrique, parce que le Maroc en Afrique, c'est aussi une manière de faire qui n'a rien à voir avec la France-Afrique. On a effectivement une relation d'histoire, on est dans le co-développement, on a une relation spirituelle. C'est vrai que l'islam ouvre des perspectives autres. Je voudrais dire aussi sur la relation entre la France et le Maroc aussi, ce qui a probablement joué et qui, à mon avis, jouera, et ça, c'est des choses à regarder de près, c'est aussi tout le discours sur l'islam, ce qu'on entend. Qu'il y ait effectivement à régler une question que nous aussi, dont nous avons hérité et qui nous vient beaucoup plus d'Arabie Saoudite et du salafisme, du wahhabo-salafisme, ça ne fait pas de doute. Mais on entend quand même des choses, je dirais à un moment donné, il faut que les gens écoutent leurs médias. Quand toute la journée, on nous rebat les oreilles d'islamo-racaille, d'islamo-fascisme, d'islamo-ceci, d'islamo-voilo, racaillo-fascismo, qu'est-ce que vous voulez que les Marocains puissent penser, alors qu'en Belgique, c'est beaucoup plus apaisé, que les Américains sont par rapport à cette question-là extrêmement plus complexes, quand on laisse la parole à des gens du Rassemblement national, qui ne voit finalement dans le problème de la France que la question de l'immigration, que la question du voile qui empêche le pacte national, et on vous fait une loi sur le séparatisme, c'est vrai que c'est compliqué, partant du principe que pour nous, Marocains, c'est une question centrale. Elle participe de notre être métaphysique, politique, historique. Et c'est vrai qu'on a donné la parole à des individus qui, je ne dirais pas manquent de modération, mais qui, de ce point de vue-là, se payent sur la bête et ne veulent pas regarder la question migratoire, parce que je pense qu'il faut aussi regarder l'histoire. De temps en temps, vous avez vers 22h30 des gens pleins de bon sens et qui vous disent « Oui, vous savez, on a colonisé des gens, on les a empêchés de ceci, on les a forcés à venir, ils sont venus avec leur culture, on les a ghettoisés. » Mais ça, c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup. De sorte que je pense qu'en termes d'éléments de langage, le rapport France-Maroc, et pas simplement en termes d'éléments de langage, tout simplement la nature même de la relation, est largement vicié depuis pratiquement 20 ans. Depuis que Feu Sa Majesté le roi Hassan II s'était expliqué à l'époque sur ce qu'on appelait le foulard coranique, en expliquant qu'il ne saurait exister le foulard coranique. Et depuis, c'est une espèce comme cela malheureusement de hocher médiatique et idéologique que l'on agite
de l'autre côté de la Méditerranée, pour des raisons qui n'ont rien à voir aussi avec le Maroc. Puis vous avez la question du renseignement, je finirai là-dessus. Le Maroc est d'une aide précieuse parce que nous avons, il se trouve, des renseignements et un appareil sécuritaire qui rendent grand service, et pas simplement aux Français, aux Américains aussi. Paraît-il, nous les aurions prévenus qu'un attentat en 2001 se préparait. Donc c'est vrai que la relation est extrêmement complexe, mais je pense qu'il faut la clarifier davantage. Mais pour ça, il faut du courage et il faut des positions fermes à un moment donné. On ne peut pas simplement faire avec l'existant, il faut aussi secouer l'existant et le transformer. Rachid Chachi, vous vouliez ajouter quelque chose? Et rapidement, tout à l'heure, je parlais de l'agressivité peut-être que devait adopter le Maroc. Peut-être qu'elle commence par le fait de comprendre que l'Europe, ce n'est pas uniquement Paris, Madrid et Londres, et que l'Europe est beaucoup plus grande et qu'il y a des fractures, il y a des fragilités, des problèmes de structure sur lesquels il faut jouer. Et qu'il y a l'autre partie de l'Europe qu'on ne connaît pas très bien, qui est un peu le ventre mou de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, où là, on peut obtenir un certain nombre de victoires à travers un lobbying actif et une diplomatie active. Parce que quand on parle des pays comme les pays du groupe de Visegrad, comme la Hongrie, comme la Pologne, c'est des pays avec lesquels on a beaucoup plus d'affinité en termes de volonté d'affirmer la souveraineté, parce qu'ils ont été, comme le dit le président polonais, kidnappés par l'histoire, soit kidnappés par le bloc de l'Est et donc arrachés à leur terreau occidental, soit avant par les Ottomans, et donc ils sont dans une quête permanente d'affirmation de la souveraineté, même vis-à-vis de Bruxelles. Et donc on voit le bras de fer principal de ces pays-là, c'est avec le Parlement européen, du côté de la Hongrie, de la Pologne et d'autres pays. Et que peut-être il y a des parallèles à établir entre la volonté marocaine d'affirmer une souveraineté pleine et entière et la volonté de ces pays-là, tout en étant membres de l'Union européenne, de vouloir préserver une souveraineté. Donc peut-être d'élargir un peu le champ de la diplomatie à cette partie de l'Europe qui est grandement méconnue des Marocains. 9h23 sur X Radio. Merci. On débat ce matin plutôt